Tout d'abord, la virilité a un passé historique très riche. Selon les études de la sociologue Marilène Patoumatis, dans L'homme préhistorique est aussi une femme, écrit en 2019, il est montré qu'avant la révolution néolithique, les femmes se déplaçaient autant, voire plus que les hommes, et chassaient autant qu'eux sans division sexuelle des tâches, sauf en période de grossesse. La rupture provient selon elle de la réalisation par les hommes qu'ils sont nécessaires à la reproduction du genre humain, que l'inceste leur est néfaste et que les femmes sont vulnérables en situation de grossesse. Cela aurait alors engendré les premiers stéréotypes virils, l'homme dominant la femme. Il y aurait eu un contrôle de l'appareil reproductif, où les femmes seraient devenues une monnaie d'échange entre tribus pour assurer l'absence d'inceste. C'est donc ici qu'apparaissent les premiers stéréotypes virils qui survivent de nos jours, l'homme dominant la femme. Ensuite, à l'Antiquité, un bagage viril s'est progressivement accumulé, avec par exemple Aristote, qui différenciait les vrais mâles des trembleurs sur le champ de bataille. Ensuite, avec le Moyen-Âge, on a pu avoir une image de l'homme viril qui est celle de l'homme à cheval, faisant des conquêtes amoureuses, qui s'est ensuite accentuée avec la période des Lumières, où il y a eu un engouement pour le libertinage, qui a pu maintenir le cliché de domination sexuelle de l'homme, avec une éloge de la beauté masculine, de la puissance sexuelle, et des entre-soi virils, les salons de chasse, les salles d'armes, les bordels, etc. Les activités viriles, comme le sport, sont aussi devenues un moyen de préserver cet entre-soi viril, tandis que les femmes en étaient exclues. On pourrait alors croire que les crises de la virilité étaient inexistantes jusqu'à récemment. Mais il est intéressant de noter que dès l'Antiquité, sous la plume de Homère dans l'Iliade par exemple, il y est déploré un affaiblissement du sexe masculin et la mollesse des nouvelles générations. De même, au Moyen-Âge, cette fois sous la plume de Montaigne, on aperçoit le terme de crise de la virilité à travers le recul des vaillances et des vigueurs du sexe masculin, pour reprendre ces mots. On aperçoit alors que la crise de la virilité, ou les crises, ne datent pas d'aujourd'hui, mais se succèdent plutôt depuis l'Antiquité. Alors, pourquoi en reparler aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons. La première et la plus évidente, c'est le féminisme du XXe siècle, qui remet évidemment en cause le paradigme viril. Mais d'autres facteurs propres aux hommes sont aussi révélateurs. Avec la Première Guerre mondiale, on observe un chômage de masse chez les hommes, on observe des gueules cassées et des maris ne pouvant plus revenir à la maison avec le salaire du foyer, tandis que les femmes étaient récupérées par les usines pour remplir les obus et les munitions. La virilité en prend un coup. L'imaginaire du soldat de la guerre mondiale n'est plus le grand chevalier moyenâgeux, mais un homme docile et couché dans les tranchées. Le viril militaire a alors été revitalisé par la propagande de régimes plus ou moins fascistes, mais dans les faits, le viril en avait pris un coup. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il est impossible de dater une crise de la virilité, car elles sont plutôt des constantes du monde, et ces crises sont bien plus un appel au retour de la virilité, en servant de prétexte aux hommes pour se rassembler en entre-soi viril, bien plus qu'une remise en cause de la société. Il s'agissait surtout de maintenir la domination homme-femme. Et, à chaque époque, des nouvelles tentatives de justification de cette crise sont apparues, sous la plume de Aristote, Saint-Augustin, saint Thomas d'Aquin, Schopenhauer, Nietzsche, etc., pour limiter à chaque fois la place de la femme au minimum. Parler de crise, c'était en appeler à l'imaginaire viril et servir de cri de ralliement pour les hommes, pour défendre la virilité. Alors, que se passe-t-il ? La virilité se heurte au féminisme moderne. Quelles en sont les conséquences ? Contrairement au Moyen-Âge, avec le féminisme moderne, les femmes ont eu et ont le pouvoir de se rebeller. Or, paradoxalement, en donnant plus de voix aux femmes, cela a donné plus de crédence aux hommes qui pouvaient se sentir castrés ou menacés. C'est pourquoi aujourd'hui, la crise de la virilité tente de décrédibiliser les mouvements féministes en rendant nostalgiques d'une domination passée. Si l'argument est aussi repris par des femmes proposant un monde post-viril, ce monde semble sans cesse se heurter aux autres crises de la virilité qui rallient les masculinistes contre les féministes. Comment changer cette situation ? Peut-on espérer abolir cette domination ? On l'a vu, la virilité, elle est dotée d'un bagage historique qui est énorme. Elle porte en elle un héritage de chaque grande ère de l'histoire, mais aussi de l'art et même de la religion, qui se sont globalement manifestés par la main masculine. À moins d'entrer dans un nihilisme total pour supprimer cette connotation viriliste, ou de réaliser le travail de Sisyphe qui serait celui de réviser une à une les œuvres de l'histoire et de supprimer leur connotation virile, il semble compliqué de s'opposer à ces millénaires de domination masculine. Alors, quelles sont les options pour écrire l'histoire de la femme ? J'introduis ici la pensée du philosophe, écrivain et psychiatre Frantz Fanon,
pour qui la situation féminine dresse un parallèle frappant avec la colonisation. Lorsqu'en 1961, il rencontre Simone de Beauvoir à Paris, les deux esprits trouvent de nombreuses similitudes entre la condition du noir vis-à-vis du blanc et de la femme vis-à-vis de l'homme, qui sont justifiées à chaque fois par des raisons pseudo-scientifiques et un imaginaire collectif biaisé. Ainsi, dans son ouvrage « Peau noire, masque blanc » de 1952, il écrit que le noir est suridentifié comme noir avant d'être quoi que ce soit d'autre. S'il est médecin, il sera un médecin noir, et non pas juste un médecin, mais juste un noir. Pour le citer, « Quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur, et quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de ma couleur. » Sa couleur de peau le suridentifie. Cette situation est problématique, car ses visions racistes lui renvoient une fausse image de lui-même, à laquelle il va à son tour s'identifier. Sa subjectivité, sa capacité à se représenter, se retrouve captive du regard des Blancs, qui vont le simplifier à son statut de noir, même l'essentialiser, comme dirait Sartre, dont il était un admirateur. Les préjugés, on peut dresser le parallèle avec la situation de la femme, les préjugés virilistes d'aujourd'hui se chargent de suridentifier la femme en faisant rien qu'une femme. Fanon parle alors de violence atmosphérique, c'est-à-dire que même sans s'en rendre compte, une violence est exercée sur la femme, ou sur le noir, car la culture et l'histoire a simplement rendu banal ces clichés qui ne sont même plus remis en cause. Chacun voit la société à travers un prisme raciste et ou viril, et contribue malgré lui à prolonger cette idéologie. C'est pourquoi Fanon a pu être amené à écrire « Une société est ou n'est pas raciste ». Il n'y a pas d'entre-deux. Pourquoi ? Car si une seule personne est écoutée et prise au sérieux avec un avis raciste, c'est que le système entier banalise cette conduite et ne la dénigre pas instantanément. Dès lors, même la personne la mieux intentionnée d'une société raciste sera raciste, car elle aura incorporé cette vision du monde, selon lui. Encore une fois, le parallèle dessiné avec Simone de Beauvoir est éclairant. À force de préjugés et d'intériorisation des violences atmosphériques portées contre la femme, nous la voyons comme femme avant tout et rien que femme. Mais n'ayant que ce statut de femme pour elle, la femme se retrouve privée de toute opportunité de se révolter, car l'histoire et l'art sont contre elle. Et toute la société est inconsciemment contre elle, puisque la femme n'est globalement pas dans l'histoire. Pour citer Fanon encore une fois, « Sans passé noir, sans avenir noir, il m'est impossible d'exister dans ma nègrerie. Pas encore blanc, pas tout à fait noir, j'étais un damné. » Ainsi, la femme tentant une révolte est une damnée car elle n'a pas de passé féminin, là où la virilité, loin d'être en crise, comme elle le propose, est la constante de l'histoire et peut s'y appuyer. Mais peut-on dire, comme Fanon, que la femme est pas encore homme, pas tout à fait femme ? Sur le plan de la lutte sociale et politique, c'est exactement la position de la femme aujourd'hui à son sens, et au sens que Simone de Beauvoir a prolongé plus tard. En effet, la femme revendiquant des droits égaux est alors mi-homme, mi-femme, en ce qu'elle tente de s'approprier les stéréotypes virils et leurs privilèges, tout en se séparant de son étiquette péjorative de femme. Cela peut créer une perte de sens et d'identité selon Fanon, car la femme ou le noir étaient sujets à l'idée que les autres avaient de lui. Ils y forgeaient leur identité, et cela leur renvoyait une image d'eux-mêmes qu'ils pouvaient obtenir. Pour donner un exemple, imaginez-vous entouré de personnes vous trouvant laide, rapidement, il y a de fortes chances que vous vous trouviez vous-même laid. Dans le cas où les images que l'on renvoie de vous sont tantôt féminines, tantôt masculines, et que vous vous identifiez à la fois à l'homme et à la femme, il en ressort une confusion identitaire. De plus, Fanon disait que plus le noir se rapproche du blanc, plus le blanc devient violent envers l'autre, car il a peur de se faire remplacer, castrer, dirait un autre politicien. Il a peur de perdre son statut privilégié de dominant. Quand on parlait de Fanon, par exemple, on disait, je cite, « Il faut faire attention à lui, c'est un quasiment blanc ». Ainsi, la femme se révoltant risque d'attiser la violence des hommes et les crises de la virilité. On retire de cela une chose. La femme manque de soutien historique et de stabilité identitaire pour pouvoir se révolter et écrire sa propre histoire. Et les hommes risquent à chaque fois de se rebeller contre elle pour maintenir leurs privilèges, car ils peuvent se sentir remplacés. Pour citer Beauvoir, cette fois, « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet de sa virilité. » D'où l'essor des crises de la virilité. Mais alors, par quels moyens éviter et résoudre ces crises ? Si la révolte ne fonctionne pas, si les revendications égalitaires ne fonctionnent pas et se heurtent sans cesse à des crises de la virilité qui font appel à une nostalgie de la virilité. Fanon distingue une autre approche,
qui est celle de la survalorisation du statut de femme. Comme elles ne sont rien que femmes, puisque essentialisées au statut de femme, il s'agit justement de survaloriser cette féminité, peu importe la situation. Il décrit cette tentative. Voilà en effet ce qui se passe. Comme je m'aperçois que le noir est le symbole du péché. Je me prends à haïr le noir, mais je constate que je suis un noir. Pour échapper à ce conflit, deux solutions. Ou bien je demande aux autres de ne pas faire attention à ma peau, ou bien, au contraire, je veux qu'on s'en aperçoive. J'essaye alors de valoriser ce qui est mauvais, puisque, irréflexivement, j'ai admis que le noir était la couleur du mal. Fermez les guillemets. Dans ce deuxième cas, Fanon parle de négritude, c'est-à-dire l'éloge de sa peau noire en public pour tenter de rivaliser et même surpasser le statut des blancs. Or, Fanon voit dans la négritude une forme d'acceptation et de passivité. Comme nous sommes incapables de vraiment changer les choses, de vraiment changer les stéréotypes, nous les intériorisons pour en faire une fierté. Au final, cette revalorisation ne remet pas fondamentalement en cause la domination. Elle est toujours latente, on essaye juste de la revaloriser, de l'oublier, et même de la sublimer. Quand le noir se considère égal au blanc par la négritude, il ne lutte plus vraiment pour détrôner le blanc, mais plutôt pour survivre à sa domination, et il s'imagine alors égal. Enfin, selon Fanon, il est impossible de nier son passé noir imposé par la société, dans une société justement qui est raciste. De même pour la femme, il est impossible de nier que l'on est une femme dans une société viriliste. Cela conduit, selon lui, à devenir schizophrène. Pourquoi ce terme ? Car cela revient à lutter contre les images que nous avons de nous-mêmes, cela revient à lutter contre notre capacité à nous identifier à des images, à des symboles ou à des stéréotypes. À ce stade, si l'approche reposant sur l'imagination ou la revalorisation échoue, si la simple révolte échoue, on peut se dire qu'il reste une opportunité qui reposerait sur la raison, sur la logique, sur des propos rationnels. Mais encore une fois, Fanon est assez pessimiste sur ce sujet et dit que cela est dans tous les cas voué à l'échec. Pour Fanon, une méthode qui serait rationnelle, une méthode rationnelle féministe ou antiraciste, prenant une égalité sur des arguments fondés sur la raison, est dans tous les cas vouée à l'échec. Pourquoi ? Car la société sexiste, elle, repose sur des arguments irrationnels. Pour le citer, pour un homme qui n'a comme arme que la raison, il n'y a rien de plus névrotique que le contact de l'irrationnel. C'est ce décalage entre les arguments rationnels des femmes d'une part et l'irrationalité d'une société sexiste d'autre part qui conduit à l'échec de toutes les revendications féminines. Fanon faisait alors part de sa propre expérience en tant que psychiatre, écrivain, spécialisé de la théorie des quantas, mais noir. Il était absolument incapable de faire valoir ses travaux scientifiques, fondés donc sur des arguments rationnels, à cause des clichés dominant la société. Comment peut-on lutter contre le pessimisme de Fanon ? Jusqu'alors, toutes les solutions semblent vouées à l'échec, et il ne propose pas de réelle solution, si ce n'est la violence. Pour lui, la révolution féministe, ou anticolonialiste, pouvait passer par la violence. Il existe pourtant d'autres options à mon sens. La condition féminine n'est pas condamnée à sans cesse se heurter à une prétendue crise de la virilité ou à des clichés. Ce que l'on peut apprendre de Fanon, c'est que, effectivement, la lutte rationnelle et sur le plan matériel se heurte rapidement à l'irrationnel d'une société sexiste, à sa violence qu'il appelait lui-même atmosphérique, c'est-à-dire la violence symbolique d'un imaginaire collectif qui est biaisé. On peut alors supposer qu'il existe une solution, justement, sur ce plan symbolique. En effet, il y a des symboles dans l'imaginaire collectif qui placent les sexes dans différents rôles et qui vont créer une hiérarchie pour chacune des tâches. Et ce serait sur cet imaginaire collectif du viril que se fonderaient les crises de la virilité. Pour résoudre ces crises, il ne faudrait alors pas chercher à renverser l'homme, car cela conduit à des crises de la virilité, ni chercher à survaloriser la femme, car cela serait une acceptation passive, ou encore avoir des arguments rationnels, car cela irait se heurter à l'irrationnel. Bref, une solution symbolique paraît plausible. C'est en effet de là que viennent les inégalités, il semble logique d'y revenir pour les résoudre. Encore une fois, on peut revenir aux travaux déjà cités plus haut de Marilène Patoux-Matisse, qui voyait déjà à la préhistoire un certain nombre de préjugés et de symboles virils. Par exemple, il y avait une forte symbolique autour de la femme qui fut interdite de tuer les animaux en faisant couler le sang, car la femme, à travers ses règles, faisait couler le sang de la vie, tandis qu'en tuant un animal, elle faisait couler le sang de la mort. Il y avait alors un tabou contre le mélange des sangs qui empêchait la femme de chasser. Je prends cet exemple simplement pour montrer que la symbolique est millénaire et qu'il serait très compliqué de la détruire.
Ce n'est pas une chose aisée que de détruire une symbolique qui s'est imposée dans l'histoire. Cela implique non seulement de détruire les clichés, mais ensuite de les remplacer, de construire un monde égalitaire et de ne pas se limiter aux enjeux matériels. Un autre exemple, dans les pays scandinaves, si l'égalité salariale et matérielle est souvent atteinte, ils sont pourtant parmi les pays occidentaux les plus inégalitaires en termes de répartition des femmes dans les postes de direction et en termes de répartition dans les postes scientifiques et littéraires. Pourquoi ? Ils n'ont pas attaqué les clichés symboliques. Une fois l'égalité matérielle atteinte, il y a eu comme une sorte de paradoxe de l'égalité des sexes où la lutte s'est arrêtée. L'imaginaire viril n'a pas été attaqué et, de fait, les femmes ne se sont pas heurtées à des crises de la virilité. Elles ont simplement pu progresser sur le plan matériel, en laissant une inégalité symbolique latente. On comprend alors que les crises de la virilité, ce ne sont pas des crises matérielles, mais surtout une crise de la symbolique virile qui se sent attaquée et qui essaye tant bien que mal de se réparer en rajoutant sans cesse des couches de nouveaux symboles. Tant que l'imaginaire viril n'est pas attaqué, il n'y a globalement pas de réaction. Il ne s'agit pas pour l'homme de gagner encore plus que la femme, mais simplement de maintenir la domination. On peut cette fois s'intéresser à certains penseurs comme Fourier ou Saint-Simon, qui ont perçu cet imaginaire genré dès le XIXe siècle. En effet, dans leur société idéale, qui était souvent qualifiée d'utopie, ils planifiaient de donner aux enfants une éducation égale pour, je cite, empêcher, dès la petite enfance, de distinguer les deux sexes, car ce serait risquer d'empêcher l'éclosion de vocations et de fausser la proportion des sexes en chaque fonction. Fin de citation. Cette éducation égale, selon Fourier, passait par une absence de valorisation d'un sexe sur l'autre, dans l'apprentissage de l'histoire, en évitant soigneusement de valoriser un sexe par rapport à l'autre. Il voulait éplucher l'histoire de sa violence atmosphérique, éplucher l'histoire de sa violence symbolique, pour empêcher une dégradation féminine, ou d'ailleurs une dégradation virile. Mais Fourier et Saint-Simon n'étaient pas des utopistes. Pour citer Fourier, je cite, « Les modifications ne seront applicables qu'à une génération polie, élevée tout entière dans le nouvel ordre et fidèle à certaines lois d'honneur et de délicatesse que les civilisés se font actuellement jeu de violer. » N'était pas aveugle aux clichés de son époque, impropres à la mise en place d'une telle éducation. Il notait, de la même manière que Frantz Fanon le fera plus tard, que la femme subissait à l'époque une situation comparable aux colonisés sur le plan intellectuel et était soumise à de nombreux clichés qui l'empêchaient d'écrire sa propre histoire. Je cite encore une fois, « N'imitons pas les colons des Antilles qui, après avoir abruti le noir des bastonnades, prétendent que des noirs ne sont pas au niveau de l'espèce humaine. L'opinion des philosophes sur les femmes est aussi juste que celle des colons sur les noirs. » Je répète ce que c'est assez important à mon sens. L'opinion des philosophes sur les femmes est aussi juste que celle des colons sur les noirs. Il voyait très bien qu'il fallait une nouvelle éducation, une nouvelle manière de penser le monde, avec de nouvelles représentations. Voilà ce qu'on en retire. Pour revenir à une situation plus présente, dans les programmes de l'éducation nationale, le féminisme apparaît en général dès que la femme obtient suffisamment de notoriété publique, c'est-à-dire généralement avec Olympe de Gouges, soit en sautant plus de 3 millénaires d'histoire, au minimum. Il y a du travail à faire. Le nombre de femmes méritant leur place dans les manuels d'histoire pour construire de nouvelles représentations est incommensurable. En accord avec la volonté de Fourier ou Saint-Simon, il existe aujourd'hui des sources peu connues, telles que le site que je vous invite à consulter qui s'appelle Le Matrimoine, en opposition au patrimoine, qui va recenser de nombreuses femmes qui méritent leur place dans les manuels d'histoire, mais qui ont été oubliées dans l'ombre de la virilité qui leur refusait la postérité. Ce genre de site, comme Le Matrimoine, se charge justement de détruire le monopole viril et de rendre à la femme ce qui appartient à la femme, de lui redonner une présence symbolique dans l'histoire et dans l'art. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est en creusant l'histoire et en poursuivant ses recherches anthropologiques que l'on parviendra peut-être à détruire la symbolique virile et l'argument d'autorité historique. Le but est d'ensuite reconstruire, d'introduire des représentations de la femme dans l'art et dans l'histoire, pour que les prochaines générations de féministes profitent de bases solides pour poursuivre la lutte et la faire progresser. Au futur, lorsqu'une personne sera confrontée à une valorisation de la virilité, elle sera capable de l'identifier, de ne plus y voir la normalité, mais un symptôme du passé qui repose sur l'irrationnel d'une société viriliste. Privée de justification, privée du monopole symbolique, dans une société qui n'est plus patriarcale, les crises de la virilité s'épuiseraient. Merci.